Salut mes nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. On est lundi, et qui dit lundi, dit maintenant la critique analyse à l'ancienne. Vous êtes super nombreux à me le demander du chapitre 1092. Mais juste avant, comme d'habitude, des petites annonces. Premièrement, regardez, juste là, vous avez un display d'OP4. Et on a déjà fait une ouverture marathon de 6 displays samedi lors de mon retour du tournoi du magasin Ludo Trotter à Angers. Et regardez ça, vous avez une toute petite carte juste ici. Et qu'est-ce qui va se passer mardi sur ma chaîne Kik qui est juste ici? N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Eh bien, on va faire gagner cette carte, mais ce n'est pas tout. On va faire aussi gagner ce petit pack Utah. Ce sera une ouverture marathon. On va commencer aux alentours de 22h, 23h et on va terminer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cartes à ouvrir, de boosters à ouvrir. Donc ça va peut-être terminer aux alentours de 2h du matin. Donc je vous attends hyper nombreux pour me soutenir. Bref, ça c'était pour la petite information. Maintenant on va passer dans le vif du sujet. On va passer dans la critique analyse du chapitre 1092. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de choses à dire. On va reprendre le format à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on va reprendre le chapitre page par page et on va essayer d'analyser un petit peu tout ça et pourquoi pas faire quelques petites théories. On commence déjà par l'analyse globale de ce chapitre. Ce chapitre, il est divisé en deux parties, je dirais même en trois petite partie, c'est-à-dire qu'on a la première partie qui est un flashback sur les événements qui se sont passés il y a un jour au niveau de Marijoa avec l'arrivée de Kuma. Après on a le combat de Kizaru contre Luffy en mode Gear 4 et Gear 5 qui a fait couler énormément d'encre sur les réseaux et aussi dans les commentaires. Et enfin les deux dernières petites cages qui est l'éveil plutôt du robot millénaire, on va l'appeler un petit peu comme ça parce qu'on ne sait pas quel est son nom exactement. Et qu'est-ce que ça implique pour la suite et qu'est-ce que ça implique surtout par rapport à ce qui s'est passé il y a 200 ans. On perd pas de temps, on commence tout de suite par le début. Le début, c'est tout simplement Kuma qui est arrivé il y a un jour au niveau de Marijoa pour foutre le bordel. Et là, déjà, il y a quelque chose qui m'a surpris. Qu'est-ce qui m'a surpris? C'est la personne qui intervient pour arrêter Kuma. Je pensais que ça allait être des chevaliers divins. Pourquoi? Parce que les soldats qu'il y a en un sens sont complètement nuls et en un sens, c'est Kuma. Ce n'est pas n'importe qui, même s'il est en mauvais état, c'est Kuma. C'est un ancien Shichibukai et c'est un personnage qui est hyper puissant au niveau de One Piece. Et donc, c'est normal que les soldats ne puissent rien faire. Et ça aurait été pour moi une bonne mise en exposition de la supposée puissance des chevaliers divins. C'est un petit peu comme ça que ça fonctionne dans le narratif. Quand tu crées une histoire, tu mets un personnage dans lequel on connaît déjà la puissance et tu fais intervenir de nouveaux personnages et à partir de là, ça permet d'avoir une échelle de puissance. Et bien là, ce n'est pas du tout le cas. C'est tout simplement Akainu qui était là et qui a intervenu contre le petit Kuma. Alors même si Kuma, il a été, comme je l'ai dit précédemment, qu'il est dans un mauvais état, c'est un personnage qu'il ne faut pas sous-estimer. Et Akainu, on a l'impression qu'il joue un tout petit peu avec les attaques qu'il fait. Et ça, c'est vraiment très très bon à remarquer. Ce sont les attaques qu'on a eues à Marineford contre le papy Barbe Blanche. Ah, que de souvenirs. Et ce que j'ai vraiment apprécié, c'est la relation qu'il y a eu premièrement entre Akainu et le gouvernement mondial. Parce que ça, on l'a peut-être oublié, mais Akainu, ce n'est pas Sengoku. Dans le sens que Sengoku disait un petit peu Amen en tant qu'amiral en chef des ordres qu'il recevait de la part du gouvernement mondial et bien sûr des 5 doyens, sauf que ce n'est pas le cas pour Akainu. Rappelez-vous au niveau des Dressrosa, quand il apprend que Doflamingo, tout compte fait, il n'a pas été destitué et qu'il restait un Shichibukai et le maître de Dressrosa, eh bien il va directement au niveau de Marijoas voir le conseil des doyens et il pète un plomb en disant que même si je m'appelle Akainu et que je suis le chien rouge, je suis pas votre caniche. Et là, c'est un petit peu exactement la même chose. Les Dragons Célestes, ils sont en train de l'engueuler parce qu'il a laissé partir Kuma. Il en a rien à foutre. Lui, il est plutôt dans son optique de se dire, mais Kuma, il est parti où? Et c'est ça la grosse question, parce que la relation qu'il y a eu entre Kuma et entre Akainu, personnellement, je l'ai énormément apprécié, parce que on a l'impression qu'ils se connaissent. Ça remet d'ailleurs en évidence ce qui s'était passé lorsque Barbe Noire avait capturé Bonnie et qui voulait l'échanger contre un bateau et que c'était Akainu qui était arrivé et que Barbe Noire était parti à l'époque. Donc il y a une relation entre Akainu, Kuma
et Bonnie. Et ça, j'aime beaucoup. Il est étonné qu'il y ait encore du sang dans Kuma. Ça veut dire qu'il a encore une partie de lui qui est humaine. Et pour lui, il est seulement qu'un robot qui doit écouter les ordres, sauf qu'il a l'air d'avoir quand même une conscience, ou alors il est en train de se poser la question de savoir où il va, et il est la marionnette de qui? Et à travers cette question, on peut avoir un élément de réponse et se projeter un petit peu sur la suite, et là ça pourrait devenir complètement dingue. Pourquoi déjà Kuma il est venu au niveau de Marie Joa? Je pense que les événements qui sont en train de se mettre en place ont réveillé un processus à l'intérieur de lui, un processus qui a été mis en place par Vegapunk, et je pense que Vegapunk il est au courant que au niveau de Marie Joaz il y a la salle secrète qu'on avait vue une fois avec Im-sama, et je pense que Kuma s'est peut-être téléporté là-bas. Akainu va peut-être reconnaître, suivre sa trace, et il va peut-être lui aussi intervenir dans cette chambre. Et pourquoi pas avoir une conversation avec Im-sama, ou s'il n'a pas de conversation, ou s'il ne voit pas, est-ce qu'il est au courant déjà que Im-sama existe? Ça va peut-être lui poser une question à travers ce qui est en train de se tramer au niveau de ce gouvernement mondial. Qu'est-ce qui est en train de... C'est quoi la suite? À quoi ils servent? C'est peut-être ça la grosse question, c'est que Akainu va se poser la question de pourquoi il y a autant de secrets, et la marine sert à quoi? Parce qu'il y a un élément qui est très important, même si Akainu il est comme il est, c'est-à-dire qu'il a l'air complètement buté, il est là pour la justice, et il est aussi là pour protéger les humains. Et quand on reprend ce qui s'est passé avec Saturne, ce qu'il le dit par rapport aux humains devant un vice-amiral, je crois que c'est Doberman, que les humains ils ne savent à rien, que c'est comme des insectes, ils sont assommants, que de toute façon ils vont se reproduire et il y en aura encore, ils sont juste là pour servir. Eh bien ça va peut-être pas plaire, cette vision globale du monde qu'a le gouvernement mondial, justement les doyens, c'est peut-être quelque chose qui va remettre en cause le pourquoi du rôle de la marine, et quel est le but vraiment de la marine. Est-ce qu'ils sont là pour protéger les citoyens, ou est-ce qu'ils sont là pour seulement suivre les ordres de quelques élites qui est au sommet du monde? Et c'est peut-être pour ça que Akainu est là. Il va peut-être avoir une remise en question. Pourquoi je parle de ça? Parce que c'est totalement différent de Ryukyugu, qui lui, comme on l'avait vu à travers son dialogue, lui suit les ordres du gouvernement mondial, quel qu'il soit, et il va peut-être à un moment avoir une scission, et ça je vous en parle depuis très très longtemps, mais on risque d'avoir une très très grosse surprise au niveau de Akainu, qui va pour moi, à mon sens, se retourner contre le gouvernement mondial à un moment. On va tout de suite parler de la puissance des Améros, de la puissance de Kizaru, qui est pour moi très très bien montré dans ce chapitre. Déjà, on a encore un Kizaru qui est en mode Shabundi, c'est-à-dire que le mec, il vient, il est relax. Déjà, c'est un trait de caractère du personnage, encore une fois, le fait qu'il soit relax, le fait que ça soit un petit peu la lenteur par rapport à son fruit du démon, qui est un fruit du démon où c'est totalement la vitesse, où il va à fond, à fond, à fond. Encore une fois, le jeu dans l'écriture du personnage par Ishiroda est vraiment très très bonne. Là, ici, il est en mode Shabundi. On le voit déjà contre Bonnie. C'est exactement ce qui s'était passé à Shabundi quand il était contre les Supernovas, c'est-à-dire que voilà, il est les mains dans les poches, et voilà, il les éjecte. Là, la Bonnie, il a quand même un respect envers lui, et là, on a aussi une très très bonne image de Kizaru, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est vraiment très très proche des personnes qu'il a connues. Encore une fois, avec Sentomaru, il a joué un petit peu avec lui, il a essayé de lui faire comprendre qu'il n'avait pas le niveau, et qu'à un sens, que c'était pas la peine d'aller jusqu'à le final du combat pour qu'il comprenne qu'il ne fasse pas le poids. Sentomaru, pareil, lui, il a une certaine philosophie, donc il a cru que face à Tonton Kizaru, il allait pouvoir faire le poids. Bah non, il a pas fait le poids, et Kizaru l'a tout simplement one shot. Voilà, il a boum, paf, allez au sol. La plus grande défense de One Piece, bam, on l'a mis au sol. Et après, il part directement, il passe le dôme. Hein. Le dôme, ça aussi, on va reparler un tout petit peu. Et il combat contre Luffy. Luffy qui est en mode Gear 4, qui est en mode Snake Man. Mais il n'est pas en mode Snake Man face à Katakuri. C'est plus le même Snake Man. Ça, c'est les gens, je pense qu'ils ont du mal à faire un petit peu le parallèle et l'évolution de la puissance de Luffy.
C'est-à-dire que Luffy, là maintenant, le mode Snake Man, c'est celui qu'on a vu face à Kaido. C'est celui où il envoyait des patates et Kaido, il tankait. Parce que Kaido, il aime bien tanker. Ah, voilà, il aime bien recevoir des coups. Il aime bien tester un petit peu l'adversaire. Et rappelez-vous le combat. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a le Luffy aussi qui est en mode Gear 4 et qui attaque à fond. Et là, Kaido, il a la joie sur son visage. Pourquoi? Parce que le mec qui est en face de lui, c'est un mec depuis longtemps qui a le niveau pour le faire sourire, jouer avec lui. C'est-à-dire qu'il a un niveau de puissance qui est extrêmement haut et qui est bien plus haut que ce qu'on a eu par exemple au niveau de King. Au chapitre, les précédents chapitres, on voit qu'il connaît et on voit qu'il sait la puissance du mec qui arrive. Et là, je pense qu'on est d'accord, le mec qui voit arriver, c'est pas le pape, c'est Tonton Kizaru. Et Tonton Kizaru, il voit la puissance qu'il a. Et quand on voit le combat, le mec qui transpire, c'est pas Kizaru, hein. Je sais pas si vous avez vu le dessin, je vais le remettre au gros plan parce que je pense que certains l'ont pas vu. Luffy transpire, il est à fond. Et en face, Kizaru, lui, il est toujours en mode détente où il parle. Et il dit, ah, on voit la puissance de la personne qui a battu Kaido. Donc ça veut dire qu'en face, encore une fois, Eiichiro Oda, dans sa narration, si vous lisez le manga depuis pas mal de temps, vous savez que c'est plus ce qui est écrit qui est important que ce qu'il nous montre à travers les cases. C'est aussi pour ça que c'est très important de suivre l'anime, parce que l'anime, suivant les directives mises par Eiichiro Oda, il y a des choses qui sont étirées au niveau des combats. Donc, le Kizaru que l'on a ici, c'est un Kizaru où Eiichiro Oda nous montre la puissance. Encore une fois, toujours pareil. Il y en a qui disent, oui, mais comment ça se fait que tu es sûr que le Snake Man qu'on a là, qu'il est vachement au top? Parce que c'est toujours comme ça. C'est-à-dire que quand Luffy, quand un personnage dans n'importe quel shonen bat un ennemi, une fois qu'on arrive à l'arc suivant, c'est la puissance qui a été acquise face au précédent ennemi qui est mis en place dans l'arc suivant. Et c'est-à-dire que là, le mode Snake Man, il est vraiment au top. Et Kizaru, là, je m'excuse, mais Kizaru se balade. Il tank, on le voit qu'il n'est pas en stress, il continue à parler, et à un moment, il dit ok, il va falloir... Alors, je pense qu'il analyse la puissance de, comment il s'appelle, de Luffy, et il se dit ok, il est quand même hyper puissant, hein, c'est pas n'importe qui maintenant, c'est quand même quelqu'un qui a un niveau empereur. Et quand je parle de niveau empereur, je ne parle pas de niveau puissance, je parle de aura et je parle de statut. Donc ce n'est pas quelqu'un à prendre à la légère et ça peut être une véritable menace. Donc qu'est-ce qu'il dit? À partir de là, il faut absolument que je l'éjecte du game parce que ma mission à moi, enfin pas à moi en tant que le doc youtubeur, hein, la mission à moi en tant que Tonton Kizaru, c'est d'aller voir Vegapunk et tout simplement le détruire. Alors, je ne sais pas si c'est le détruire en tant que tel, mais c'est plutôt le neutraliser. Je pense que Kizaru va être comme ça, parce qu'encore une fois, il y a une relation par rapport à Kizaru, où Kizaru est vachement proche des personnes, et c'est en ça que je l'adore, parce que pour moi, c'est un amiral qui est vraiment humain, et qui est peut-être aussi humain que Aokiji. Encore une fois, Kizaru aurait peut-être pu être amiral en chef, mais il en a absolument rien à battre. C'est aussi pour ça que des fois on l'avait vu en train de se couper les ongles, parce que ce mec là, il est en mode, moi j'en ai rien à foutre, moi je me balade, je suis hyper tranquille. C'est un mec qui a un potentiel de fou, mais il l'utilise jamais parce que c'est beaucoup trop fatigant et il y a beaucoup trop de responsabilités. Donc ce qui se passe, c'est que il se dit, ok, moi mon but de ma mission, c'est d'aller neutraliser tout simplement Vegapunk, de prendre toutes les données qu'il y a et aussi de prendre Mother Flame. Encore une fois, ce sont les trois, comment ça s'appelle, les trois ordres qu'il a eu de la part de Saturne. Et dans ces ordres-là, il n'y a pas eu neutraliser et détruire l'empereur, le nouvel empereur qui est Luffy. Donc, il se dit, ok, ça, ce mec-là, quand même, Luffy, faut pas le prendre à la légère, faut neutraliser la menace. Donc, qu'est-ce qu'il fait? C'est que tout simplement, il l'éjecte. Parce que lui, il connaît le dôme. Encore une fois, le dôme, là, on va en parler. Le dôme, c'est la protection ultime au niveau de ce qu'il y a sur Egg ou Egg Head.
tête d'œuf, donc c'est egg, head, on inverse en anglais. Et donc ce qui se passe, c'est que il se dit, ok, il y a le dôme qui est un élément hyper important, je vais éjecter Luffy du dôme, comme ça, il ne pourra pas rentrer, parce que tout ce qui rentre dedans est totalement détruit. Donc, il neutralise la menace, et il la neutralise de la façon la plus rapide en l'éjectant de la zone. Et comment on sait ça? Tout simplement par rapport à la dernière page. À la dernière page, quand il se fait attraper par Luffy qui est en mode Gear 5, il est étonné qu'il revienne, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est étonné, parce que certains, je les ai vus dans les commentaires, disant ouais, mais Kizaru il est complètement nul, il a même pas de haki de l'observation, il a même pas vu Luffy tout simplement venir, donc il est complètement nul, il a pas un haut niveau d'acquis, contrairement par exemple à Luffy qui pouvait voir le futur. Tiens, entre parenthèses, encore une fois, Luffy il a le acquis du futur où il peut voir justement le futur. Il n'a pas vu qu'il allait se faire éjecter par Kizaru, parce que Kizaru, quand il se téléporte avec à la vitesse de la lumière, à un moment Luffy se dit oh là là, il est au loin, il projette même pas il se projette pas dans le futur pour voir quelle attaque il va y avoir. La vitesse de Kizaru est tellement importante, et c'est ça qui est symbolisé justement par le dessin d'Oda, et encore une fois par l'analyse que la vitesse c'est la puissance. Et bien Luffy n'a pas le temps d'analyser, qu'il se prend déjà le coup dans la gueule et qu'il est éjecté. Et c'est ça qui est vraiment excellent. Encore une fois, la façon analytique qu'a Kizaru, enfin je vais l'appeler Tonton Kizaru parce que maintenant je vais l'appeler Tonton Kizaru, que Tonton Kizaru il a, eh bien elle est parfaitement mise en évidence ici dans ce chapitre. Et à la fin, il est surpris. Mais il est surpris en mode Kizaru. Encore une fois, il a dit « Oh, t'es encore là ?» Là, il voit qu'il est pris. Le « aïe » qu'on voit, en vérité, c'est pas Kizaru qui dit « aïe » parce qu'il est serré. C'est Luffy qui prend Kizaru et qui dit en un sens que c'est chaud. Alors au début, je disais qu'il était chaud parce que je pensais que c'était la lumière par rapport à tout simplement Kizaru, la lumière qu'il projette. Qui peut-être c'est ça qui le brûle. Je pense plutôt que ce qui le brûle, c'est le fait d'avoir passé 2 fois à travers le dôme. C'est pour ça qu'on voit les dégâts. Les dégâts qu'a Luffy en mode Gear 5, c'est pas des attaques, c'est pas des dégâts qui sont directement imputables à Tonton Kizaru, c'est des dommages qui sont imputables à la barrière. Que par contre, Tonton Kizaru a fait traverser Luffy. Ah, ça, on le remet dans le contexte. Donc, le Kizaru qu'on a à la fin, c'est pas un Kizaru qui est neutralisé, qui peut plus rien faire. C'est un Kizaru qui dit, ok, l'autre il est revenu, il est en train de tout foutre en l'air. Parce que moi, j'ai pas que ça à foutre. Donc, je pense que au prochain chapitre, on pourrait avoir quelque chose. Mais on pourrait avoir quelque chose, je pense, d'assez intéressant, comme j'ai dit, au niveau de ma théorie que j'avais mis dans ce chapitre. Pourquoi? Parce que je pense qu'à travers ce chapitre, comme je l'ai expliqué, et c'est pour ça que j'ai tellement parlé d'Akainu, on va peut-être avoir une scission au niveau du gouvernement mondial et de la marine. C'est-à-dire que là, Kizaru, il va parler avec Vegapunk. Il va peut-être lui demander des informations. Et il va peut-être avoir un élément qui va faire changer d'idée Kizaru. En disant, ok, j'ai des ordres, je dois travailler pour ça, je dois faire ça. Cependant, pourquoi je pense à ça? Parce que quand Luffy lui dit, quand il combat justement contre Tonton Kizaru en disant, pourquoi tu veux tuer grand-père à la pomme? Il a dit, je ne veux pas le tuer. Il y a une relation, et peut-être qu'en un sens, c'est ça, encore une fois, je le redis, que j'ai beaucoup aimé, c'est le fait qu'on nous ait montré un Tonton Kizaru qui est vachement humain, et qui va réfléchir, et qui a une conscience aussi. Et il va peut-être prendre le pour et le contre, et il va peut-être avoir un élément qui va dire, ok, pour le bien global de l'humanité, Vegapunk doit peut-être vivre. Et le véritable ennemi, ce n'est peut-être pas le gouvernement, c'est peut-être pas Vegapunk et les autres, et la vérité qui va être montrée, mais c'est tout simplement le gouvernement mondial et les personnes. Et encore une fois, on va revenir sur un truc. Je pense que Vegapunk, lui, est au courant de ce qui se passe avec Im-sama, et c'est pour ça justement qu'il a donné un ordre qui vient d'être réveillé au niveau de Kuma, d'aller au niveau de la crypte et de révéler un petit peu les secrets. Et je pense que Kizaru va être au courant de ça et va changer. Et ce qui serait vraiment excellent, c'est que là, après, il y a Saturne qui va arriver. Saturne, tel qu'il nous a été teasé, ça va être un mec qui va avoir énormément de puissance.
Et Kizaru va faire le tampon face à Saturne. Et là, tu as deux solutions. Soit il fait le tampon en mode combat. C'est-à-dire qu'il dit, ok, moi, je m'occupe de ça. Et c'est-à-dire que c'est lui qui va donner les nouvelles informations au niveau des Mark III, qu'ils aient attaqué Saturne. Saturne, après, va retransformer parce que Saturne a une plus haute autorité que celle qui a été donnée à Kizaru. Et donc, après, les PX, les Mark III vont se retourner, bien sûr, contre Kizaru. Kizaru va les neutraliser hyper facilement. Et après, il va y avoir comment ça s'appelle, le combat contre Saturne. Ça peut être la première chose. Je dirais, je valide cette théorie à 20%. L'autre que je pense qui va être mieux, c'est-à-dire que Kizaru va comprendre, il va dire, ok, d'accord, je vous laisse partir, je vais me prendre des coups et après je vais dire à Saturne que vous étiez plus puissant et que j'ai rien pu faire contre vous, mais en contrepartie, je vais donner quand même un truc, c'est-à-dire qu'il va faire peut-être, il va peut-être donner Mother Flame, mais un Mother Flame qui va avoir un défaut. Il va peut-être donner sinon une partie des informations qui sont retenues tout simplement dans l'ordinateur central au niveau des informations justement de Vegapunk, mais il y aura une donnée qui sera erronée dedans et qui va tout détruire, on peut imaginer un truc comme ça. Mais Kizaru va faire une sorte de double jeu pour après mieux analyser et mieux donner des informations un petit peu sur la suite. Personnellement, je le vois un tout petit peu comme ça, mais il y a quelque chose qui va se passer au niveau de Kizaru et peut-être qu'on n'aura pas le combat final que tout le monde espère du Gear 5 contre tout simplement Kizaru. Et je le répète encore une fois, dans ce chapitre, Eiichiro Oda, à travers une exposition, nous a montré la puissance des Armiro. La dernière chose aussi à parler, c'est tout simplement le robot, l'éveil du robot. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui se sont dit, pourquoi le robot s'éveille que maintenant, alors qu'il ne s'est pas éveillé lorsque Luffy s'est transformé pour combattre Luffy. Eh bien, je pense que encore une fois, c'est le fait d'avoir frôlé la mort en traversant le dôme. Luffy le dit bien qu'il a failli mourir, et je pense qu'encore une fois que quand il est près de la mort, il y a l'instinct de survie de Luffy et du fruit, tout simplement le Ito Ito Nomi version mode, version Nika, qui s'est réveillé, qui a relancé les tambours avec son cœur, et c'est l'aura de Luffy par son énergie et le bruit du cœur qui a réveillé le robot qui était en mode sommeil. Cependant, là, il y a pour moi un problème. On sait que le robot a été sur Marijoa et qu'il a failli détruire Marijoa il y a 200 ans. Donc ça voudrait dire qu'il a peut-être été réveillé par un autre possesseur du fruit qui avait le Ito Ito Nomi version mode justement Nika. Chose qui est bizarre, pourquoi? Parce que le gouvernement mondial nous a dit que ça fait plus de 800 ans qu'ils n'avaient aucune trace et qu'ils ne s'étaient pas éveillés. Donc il ne peut pas s'éveiller sans qu'il y ait une information. Donc je pense qu'il y avait peut-être une autre personne qui avait réussi à injecter de l'énergie dedans pour qu'il puisse aller détruire le gouvernement mondial, sauf que l'énergie qui a été créée, qui était une énergie vachement proche de celle qui est produite justement involontairement par tout simplement Joy Boy, par Nika, je pense que c'était pas une énergie qui était complète, c'était seulement qu'une partie de l'énergie, et c'est pour ça que le robot n'a pas pu aller jusqu'au bout et qu'il n'était peut-être qu'à 5% de sa puissance. Là par contre, le robot qui s'éveille est vraiment excellent. Et pourquoi je dis que le robot qui s'éveille est très puissant? Parce que encore une fois, dans ce chapitre, on a une très très belle symbolique, c'est-à-dire que le robot Vegapunk 01, c'était le robot des rêves. Et en un sens, c'est à travers le robot qui était dans les sous-sols, le robot millénaire, comme on va l'appeler, que Vegapunk a construit l'autre robot. Et en un sens, le robot a été détruit pour symboliquement éveiller, parce qu'il y allait avoir symboliquement l'éveil de l'autre robot. Donc le premier robot n'était seulement que que l'esquisse d'un des robots que voulait faire Vegapunk. Et bien le véritable robot qu'il voulait faire, et bien ici il vient de s'éveiller, et c'est lui qui va sortir et qui va emmener et qui va pouvoir permettre la fuite tout simplement de l'équipage du Mugiwara et aussi de Vegapunk. Et Saturne va voir ça et il va avoir très très peur parce qu'il va dire ça y est, ce robot là il est éveillé, c'est peut-être dangereux. Pourquoi? Parce que ici on a un robot, mais rien ne dit qu'il n'y a pas une autre robot. Et si ils viennent à Marijoa avec une armée de robots comme ça, franchement
ça va chier. Bref, voilà un petit peu ce qu'il y avait à dire globalement sur ce chapitre. J'espère que vous aurez aimé cette critique analyse. Encore une fois, je fais ces critiques analyses le lundi, donc s'il vous plaît, partagez par exemple autour de vous, laissez des commentaires, faites le plus d'interactions pour qu'elles puissent être mises en avant. Encore une fois, gros merci de votre soutien. Rendez-vous mardi sur la chaîne Kik pour l'ouverture des displays et aussi des cadeaux que vous allez avoir. Merci de votre soutien. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager par exemple vous. Laissez des commentaires, mais surtout, on n'oublie pas le principal. One Piece, c'est la vie. Allez, salut, Medakama.